bonsoir tout le monde. Ça me fait aussi très très plaisir d'être sorti de mon valet pour venir sur la côte lémanique pour parler d'un sujet qui traite de leader authentique. Finalement, on m'a fait le terme de coach. Je suis aussi professeur de leadership auprès des étudiants. J'interviens au niveau bachelor et au niveau master. Et c'est vrai que les typologies et les formes de style de leadership, j'en vois défiler. Il n'y a pas un livre, enfin, il y a chaque année un livre nouveau qui sort sur le sujet pour définir des profils types. Et quand personnellement j'ai proposé des cours, ça fait 8 ans maintenant, auprès de nos étudiants, j'ai fait une variante où un défi c'était d'intégrer l'intelligence émotionnelle et relationnelle comme porte d'entrée aux compétences managériales. On m'a regardé un petit peu de travers et pour finir, eh bien, personnellement je refuse du monde maintenant. Parce qu'on sent qu'il voilà, y a un besoin de management, même si on le regarde encore avec des grands yeux, de moins en moins. Et au final, quand on a fait cette expérience avec Laurent, en intégrant les chevaux, en intégrant encore dernièrement Jean-Yves Mercier de l'Université de Genève, eh bien, on n'avait pas vraiment d'appellation sur, mais on forme des leaders, mais de quel type de leader. Et finalement, quand il a fallu trouver un terme, il nous a semblé pertinent, où il est venu tout seul de parler des leaders authentiques. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas inventé, à nouveau on peut trouver des modèles, et ce que j'aimerais vous présenter ce soir, même si j'ai entre guillemets la casquette de prof, je n'ai pas fait un état de l'art pour aller regarder tout ce qui se dit, mais simplement je vais vous faire part de quelques réflexions personnelles, et également suite aux expériences vécues à travers le MAS et mes formations sur comment je vois cette notion de leadership authentique. Alors, si vous regardez, ça ne vient pas de moi, hein, j'essaie de regarder plusieurs écrits, ce que je relèverais, il y aurait quand même 2-3 éléments qu'on pourrait attacher à ce que c'est qu'un leadership authentique. La première chose, eh bien, un leader authentique, s'il était là, il ne voudrait en tout cas pas qu'on l'appelle leader authentique, parce qu'il déteste les modèles, il déteste les moules, et finalement toutes ces modes qui vont proposer chaque année un style, et puis de rentrer dans un vêtement qui est peut-être trop petit, trop grand, ou en tout cas qui ne lui convient pas. Donc pour lui, un leader authentique, c'est de tailler son propre costard et finalement de trouver son style à lui, qui est unique. Quand je dis de trouver, c'est clair que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est, on va dire, d'éviter ces moules ou ces tendances à la fois théoriques et qui sont un petit peu bloquantes et fermantes. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé, bien entendu, à des comportements, à des évolutions, mais simplement, pour lui, c'est de trouver chaussures à son pied à lui. Donc c'est une des caractéristiques, on va dire, du leader authentique. Un deuxième élément, aussi, qui le distingue, c'est un style qui est basé sur une éthique et des valeurs profondes. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a énormément de changements, de complexité, il y a beaucoup de crises, de hauts et de bas, et il y a besoin quand même d'une base solide sur laquelle reposer, et le leader authentique va s'appuyer sur une éthique et des valeurs. Pour cela, il doit être conscient de ses valeurs personnelles, de ses valeurs d'entreprise, et pas simplement de les énumérer en théorie, mais de les vivre, voire de les transpirer, ces valeurs. Donc pour cela, il faut qu'il en soit conscient, et c'est vrai que par moments, il peut être tiraillé dans des choix d'entreprise par rapport à ses propres valeurs, et le leader authentique va peser le pour et le contre. Et un leader authentique n'hésitera pas finalement à éventuellement quitter une entreprise si vraiment ça confronte trop avec ses propres valeurs et son éthique. Et je crois qu'à nouveau, dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas en termes de management, cette notion d'éthique et des valeurs est souvent mise à mal par des pressions économiques, par des pressions de résultats et d'objectifs. Et le leader authentique va toujours avoir, malgré tout, une oreille attentive à son fort intérieur, ce qui le guide et qui le dirige tout au long de sa vie. Un autre élément, c'est un style d'exemplarité. Alors, l'exemplarité ne veut pas dire « copiez-moi », puisque justement, il ne veut pas copier, il ne veut pas non plus qu'on le copie. Par contre, il sera une référence, et notamment par cette assise
cette assise qui demeure, il va être d'un côté rassurant. Ça veut dire qu'il est prévisible. Il ne cache pas. Il est comme il est. Et ça veut dire qu'avec ses qualités, ses défauts, mais ça veut dire que les gens et son équipe le connaissent. Et ça a ce côté rassurant également. Maintenant, cette exemplarité aussi, c'est d'encourager, non pas les gens, comme je l'ai dit, à copier, mais d'encourager chacun à trouver son propre star. Ça veut dire que ça sera un leader aussi qui aura le souci non seulement de grandir soi-même, mais de faire grandir les gens de son équipe, sans forcément à leur imposer son propre style. Donc voilà, je dirais, quelques éléments que l'on peut trouver sur, pas la définition, en tout cas ce qui peut rassembler autour du thème du leader authentique. Et ça m'a poussé aussi à faire quelques réflexions, parce que voilà, c'est toujours délicat, ça dépend tout comment on peut interpréter ce que je viens de dire, et surtout interpréter le mot authentique. Ma première réflexion, c'est le leader authentique, ce n'est pas un leader automatique. Ça ne veut pas dire que c'est une personne, ben voilà, je suis comme je suis, on me prend comme je suis, pour une chose aux autres à s'adapter. Ah, moi je suis authentique. Donc je vais réagir, je vais être spontané, je vais me permettre d'avoir le type de comportement. Écoutez, c'est moi, prenez-moi comme cela. Donc le leader authentique va être conscient également, finalement, de ses qualités, de ses talents, de ses défauts qu'il va assumer, mais également aussi la volonté de distinguer entre ses valeurs profondes, nécessaires qui vont le conduire, mais éventuellement peut-être des comportements liés à des conditionnements, liés à des croyances, qui ont peut-être servi, mais qui finalement ne sont pas judicieux dans l'attitude qu'il a aujourd'hui face à ses collaborateurs. Donc c'est pour cela que le leader authentique n'est pas un leader égocentré qui va dire, voilà, c'est moi et puis les autres autour de moi. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est important de bien faire cette distinction, et pour pas les gens qui vont dire, ben voilà, moi je suis brut de décoffrage, c'est moi. Hein, qu'on me prenne comme ça. Non, en tout cas à mon avis. Autre réflexion, le leader authentique n'est pas un style figé. Alors première chose, il y a peut-être de nombreux coachs à l'intérieur de cette salle, alors on va dire, oui, alors le leader, la personne a les ressources, a tout en lui. Hein, il a déjà le paquet cadeau du leader en lui, qu'il suffit de réveiller, de sortir, c'est dehors, magnifique, t'es un leader authentique. Je dirais que certainement qu'il y a cette part d'introspection et de réveiller ses talents. Maintenant, le leader authentique n'est pas égocentrique, comme je l'ai dit, donc il est ouvert aux autres et ouvert au monde aussi. Et il va accepter aussi le feedback et le retour d'informations qui vient de son équipe et qui vient de son environnement. Donc il a aussi cette faculté d'adaptation vis-à-vis de l'extérieur et pas uniquement cette introversion exclusive sur ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et puis, ce n'est pas un style figé. Je pense qu'on ne peut pas, à mon avis, dire « Voilà, aujourd'hui, j'y suis. Je suis un leader authentique. » Je crois que le monde bouge, donc le leader authentique va également bouger avec le monde. Et pas s'enfermer non plus dans ce costard qui va très bien une année, mais qui peut-être devient un peu petit ou trop grand au fur et à mesure des années. Et comme ce n'est pas un style figé, eh bien, ça ne peut pas être un objectif. Et finalement, on n'est pas un leader authentique, mais on le devient, on est en continuel devenir. Et c'est pour ça que c'est pas tout d'un coup, j'ai mon objectif, je l'ai atteint, c'est fini, mais le style, on va dire le leader authentique, met un horizon de développement qui va le guider, mais il sait exactement que ça sera un cheminement de vie finalement. Et que l'idée authentique, c'est plus une évolution que l'atteinte d'une finalité à un certain moment donné. Et dans ce chemin, et c'est une autre chose importante, je pense, c'est que dans cette évolution, il y a bien entendu une conjugaison, comme j'ai dit, du travail d'introspection, de réflexion, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de lire des bouquins, il ne suffit pas de faire un leadership camp, de faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, puis on dit ok, c'est bon, j'ai le stempel, je suis attesté, leader authentique. Finalement, ce que l'on propose, nous, c'est simplement une escale dans un long voyage qui a débuté il y a longtemps pour chaque manager et qui va se poursuivre
encore de nombreuses années. Donc c'est simplement une escale qui va permettre peut-être à la personne de réfléchir un petit peu plus à travers des outils, à travers des mises en situation, qui va justement le pousser un petit peu à mieux se connaître et également à intégrer l'environnement extérieur pour pouvoir justement évoluer. Et donc dans cette démarche, eh bien, il y a bien entendu, on peut parler de prise de conscience de son fonctionnement intérieur, pour ensuite, à partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a un besoin, une envie d'évoluer. Et dans ces processus, eh bien, ça doit se faire dans la pratique. Et ça, c'est une autre caractéristique des leaders authentiques, c'est qu'ils se forment sur le terrain. Alors sur le terrain, il y a peut-être des accompagnements, il y a des outils qui peuvent l'aider, mais un leader ne devient qu'en exerçant son rôle de leader, dans tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans des formations, il y a obligatoirement pas seulement des réflexions, mais des mises en situation, et qu'ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit, le long du chemin, il peut y avoir différents types d'accompagnement qui peuvent être, vous les connaissez, ça peut être du coaching, de mise en situation, du mentoring, pour justement accompagner ces personnes qui le désirent à évoluer dans ce leadership authentique. J'ai également essayé de réfléchir quelques compétences. Alors, je parle vraiment de quelques compétences, je n'ai pas la prétention, d'avoir la vérité, mais il y en a certaines qui me sont venues à l'esprit, à travers mes lectures, mais également à travers, comme je vous l'ai dit, l'échange avec d'autres, avec des leaders. Alors, je crois que la première chose, je l'ai dit, c'est le leader authentique a une très bonne conscience de lui-même et des autres. Ça veut dire que, je l'ai dit, il se connaît, ou en tout cas il s'étudie, il cherche, il est conscient de ses forces et de ses faiblesses, de ses limites, et il les assume. Et il n'a pas peur, et il est transparent de les afficher, en tout cas de les énoncer et d'affronter les conséquences. Et généralement, riche de cette prise de conscience, il aura l'intelligence même de soit d'évoluer lui-même, soit alors de trouver les compléments à travers les membres de son équipe. Et bien sûr, également une conscience des autres, pour pouvoir aussi déchiffrer et être à l'écoute des personnes par rapport à leurs compétences, leurs talents et leurs besoins. Autre élément, c'est un terme, alors des fois, je l'utilise, certains ne comprennent pas bien, c'est la congruence. Et ça, alors, je crois que c'est aussi des caractéristiques du leader authentique. Ça veut dire qu'il est conscient de ses valeurs profondes. Que ces valeurs profondes animent ses pensées, que ses pensées correspondent à ce qu'il va dire, et ce qu'il va dire correspond à ses actions. Il n'y a pas de biais entre tout ça. Ça veut dire que finalement, il est à l'extérieur comme il est à l'intérieur. Et pour cela, il faut bien se connaître pour pouvoir ensuite agir par rapport notamment à ces biais que j'ai évoqués et dont le leader est conscient. Autre élément, c'est à la fois constance et ouverture, je l'ai dit. La constance, c'est ce guide et ce rail à travers des valeurs et une éthique qui va le conduire, qui va l'amener et qui va donner cette stabilité à lui-même et à son équipe. Mais à nouveau, il est conscient de l'évolution et de cette ouverture aux autres et de cette progression que le monde peut lui apporter et que lui-même peut apporter aux autres. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien, puisque c'est le leader n'a pas peur de conjuguer la raison et les émotions. C'est un leader qui va s'appuyer sur des informations, en guillemets, je n'ai pas le mot, mais objectif, mais ça veut dire qu'il va être conscient que, aussi bien qu'un fait objectif, une émotion est une information, et que cette information est importante. Que cette émotion se passe en lui, ou se passe chez les autres. Et ça signifie qu'il va prendre en considération cet élément, comme le reste, dans sa prise de décision, dans le comportement qu'il va adopter vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur cette notion d'intelligence émotionnelle, et j'aime beaucoup le couple intelligence qui serait plutôt du côté de la raison, couplé à l'émotion qui, pour certains, sont antagonistes, et qui, pour moi, se conjuguent et se complètent parfaitement. Et puis, le dernier élément, je suis en retard. Il y a pour moi 3 éléments que j'ai mis ensemble, parce que ça c'est... D'abord, c'est vrai que le leader authentique, on voit qu'il a une base de confiance. Il a une confiance en lui. Confiance en lui ne veut pas dire non plus avoir un ego disproportionné, mais c'est une conscience de ce qu'il est, tout simplement. Ni plus, ni moins.
Et cette confiance va enrichir également son estime de soi. Lorsque je travaille avec des jeunes qui ont 20-25 ans, qu'on parle de leadership, c'est vrai que souvent je leur dis quel est l'élément que vous voulez développer. Ah, c'est la confiance en moi. Comme si d'un coup la confiance, c'était le gros bateau où on peut tout mettre dedans. Mais finalement, quand on creuse derrière, alors oui, il y a de la confiance sur les comportements, mais que derrière, il y avait peut-être aussi un travail sur l'estime de soi, sur la valeur juste qu'on donne à qui on est. Et du moment où on a une estime et une confiance de soi équilibrée, eh bien on n'aura plus besoin de prouver à soi-même et aux autres, et on pourra faire preuve d'humilité et de se mettre à disposition sans forcément viser son propre plan de carrière dans cette prise de décision. Et on passera peut-être dans une autre notion qu'on parle du leader serviteur qui sera là à la fois au service de l'entreprise et de toute l'équipe. Donc voilà un tout petit peu ces quelques éléments de réflexion. Je vais passer encore un petit peu de temps pour vous démontrer aussi quelques outils. Je vous ai parlé, ça peut poser une escale à travers de l'introspection, de la réflexion, des mises en situation. Comment est-ce qu'on peut essayer de développer certaines de ces compétences pour essayer d'aller sur le chemin et de faire quelques pas sur ce devenir d'un leader authentique. Et c'est quelques outils qu'on utilise notamment dans les cours que Antoine vous a indiqués tout à l'heure. Première chose, nous avons la chance de collaborer avec Jean-Yves Mercier de HEC Lausanne, qui dans le cours d'un MBA à Genève a développé tout un processus de self-leadership. Et c'est intéressant parce que quand on s'est vu la première fois, mais je crois que ça a matché, je crois que chaque mot qu'on sortait de notre bouche correspondait à ce que voulait dire l'autre, et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et pour moi, le self-leadership rejoint totalement les réflexions que je viens de partager avec vous. Et à travers des outils qu'il propose aussi, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment à travers des lectures de vidéos, non pas des vidéos de mise en situation, mais de vrais managers, de voir et d'observer les différences qu'il peut y avoir dans son attitude. Est-ce que je suis un manager? Est-ce que je suis un spécialiste? Est-ce que je suis un leader? Et simplement pour apprendre à mieux se connaître et se définir. Et aussi par rapport à mes aspirations. Autre outil, par exemple, c'est d'utiliser son histoire, puisqu'on dit que le leader authentique a un fil rouge, c'est peut-être d'aller retracer, d'aller rechercher ce fil rouge, en termes de personnalité, en termes d'énergie qui nous pousse en avant, en termes de valeur. Et vous avez notamment un outil qu'on appelle les encres de carrière, qui pousse la personne, à travers son histoire, son expérience de vie, de déterminer finalement ses forces intérieures qui l'animent et qui sont parfois oubliées et qui seraient peut-être temps ou judicieux de réveiller par la suite. Autre élément également, je vous ai dit qu'un leader authentique aime à faire grandir les autres. Alors il y a le processus de coaching, et c'est vrai que dans le management, ici, on initie les personnes aux techniques et au processus de coaching, puisque un des éléments aussi, c'est dans l'auto-coaching, dans les coachings par les pairs, entre eux, et ensuite, bien sûr, dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs collaborateurs, eh bien, c'est d'adopter des styles et des processus plus adaptés pour faire grandir les autres que d'autres. Donc, on a eu l'occasion aussi de travailler un petit peu, de mettre en situation sur qu'est-ce que c'est que cette notion de coaching. Autre élément, bien sûr, qu'on a travaillé sur les valeurs, quelques outils qui les amènent à pousser, à faire réfléchir aux personnes à leurs valeurs profondes, valeurs personnelles, valeurs de vie, réfléchir sur des valeurs d'entreprise, celles qui se trouvent dans l'entreprise, comment elles sont vécues, comment ils les vivent, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, puisqu'on sait que c'est un moteur important. Autre élément aussi, puisqu'on travaille sur la prise de conscience, on a développé un outil de profil. Alors certains, vous connaissez les profils de type 360. Ce qui est intéressant dans un profil, c'est qu'il y a une auto-évaluation, mais on fait appel ensuite à des personnes extérieures qui connaissent très bien la personne sur et vous, comment considérez-vous votre manager, votre subordonné en lien à ses compétences. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'on s'est basé sur des compétences liées à l'intelligence émotionnelle et relationnelle définies par Daniel Goleman, qui a écrit de nombreux ouvrages en la matière, et qui permet tout d'un coup, alors de manière assez confrontante, on a sa propre image de soi. C'est bien, on est tout content. Et après on dit voilà qui je suis. Ok, maintenant, voilà comment tu es vu. Ben, ça ne marche pas toujours. Donc ça interpelle. Alors c'est clair que la vérité n'est nulle part. La vérité, finalement, c'est la personne qui va intégrer ou pas
ces informations venant de son environnement extérieur et qui va peut-être parfois le bousculer, le conforter, parfois le bousculer dans la vision qu'il a de lui-même. Pour essayer justement de faire cette conscience plus aiguë de ses propres qualités. Ensuite, un bon leader, c'est également emballer et proposer. Donc on travaille sur la vision, sur la notion de charisme, et on va les confronter aussi à pouvoir transmettre. Pour que les gens les suivent, c'est comment transmettre. Et j'aime toujours, quand je discute avec des personnes, dire c'est quoi le charisme? Alors c'est un grand mot à la mode, et puis surtout ça. Moi, je veux être charismatique. Après, je dis, ok, alors ça veut dire quoi? Je sais pas, mais je veux. Et c'est clair que c'est plus complexe que ça, mais ce que j'aime, moi, à penser, c'est que dans le leader authentique, il y a des compétences, pas seulement de communication, mais la capacité à inspirer. Alors, vous voyez la différence entre je suis un bon communicateur, mais je suis capable d'inspirer, il y a pour moi un fossé énorme. Et un des éléments, pour moi, une des clés qui peut faire la différence, c'est pas la seule, c'est pas la prétention d'avoir la vérité, mais sur laquelle encore on travaille, c'est que le charisme, c'est d'avoir une vision claire, mais surtout d'être capable de la transmettre. Et cette transmission, elle doit se faire à la fois toucher le cerveau et toucher le cœur. Donc si je fais ça, ça veut dire avoir, en termes d'arguments et en termes d'explications, d'avoir quelque chose de clair, mais ça ne suffit pas. Après, il ne faut pas simplement être compris, mais il faut ensuite toucher. Et on touche les gens en transmettant pas que du contenu, mais en transmettant des émotions. Donc on retrouve ici la notion d'intelligence émotionnelle dans la qualité relationnelle pour pouvoir tout d'un coup embarquer les gens et qu'ils aient envie de nous suivre. Alors on va dire c'est des outils forcément qu'on trouve et qu'on applique en entreprise. Il y a un dernier outil qu'on a testé, alors qu'on n'a pas rendu obligatoire, qu'on a rendu optionnel. C'est des pratiques méditatives, puisque, oui, la conscience de soi, c'est de pouvoir aller à l'intérieur de soi, et c'est vrai que les pratiques méditatives, qui ont de plus de 2000 à 3000 ans d'âge, sont pour moi, à mon avis, des pratiques, et je ne vais pas parler d'outils, je vais parler de pratiques qui permettent vraiment d'aller au fond de soi-même. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas en pratiquant une ou deux fois la mindfulness qu'on va pouvoir déchiffrer la totalité de sa personne, mais voilà, pratiquant la méditation depuis de nombreuses années, j'aime à citer un maître zen, Dogen, qui est un maître japonais, qui dit méditer, c'est s'observer soi-même, c'est se connaître soi-même, et se connaître soi-même, finalement, c'est s'oublier soi-même. Donc on retrouve un tout petit peu la démarche où finalement on vient sur une volonté de s'observer dans ses fonctionnements. Et finalement, une fois qu'on a cette assurance, cette connaissance, finalement, on ne va pas parler de sagesse, mais en tout cas, au moins, de faire preuve d'humilité et de pouvoir être au service des autres. Donc voilà, quelques petites propositions que l'on a fait, que les gens ont vécu à la fois sur Lausanne ou au Portugal. Et il y a le dernier outil, mais je ne vais pas en parler, parce qu'on a deux spécialistes. Voilà, donc je répète, ce n'est pas la totalité, mais puisque le thématique c'est aussi comment devenir, mais voilà comment nous on peut être une escale, j'insiste sur l'escale, parce qu'à la fin c'est 2-3 pas d'effectuer, ensuite le long chemin, ça sera bien sûr à chacun de le réaliser. Et peut-être juste avant de laisser la place justement, non pas aux gens de Laurent, mais à Vincent, quand je parlais justement d'intelligence émotionnelle et de ce profil, là vous avez justement le descriptif de ses capacités. Et si je le présente, c'est bien pour vous montrer que le leader authentique a ce souci de cette conscience de soi, de cette gestion de soi. J'aime pas le mot maîtrise parce qu'il est abusif, je préfère parler de gestion de soi. Et ensuite également la capacité d'être tourné vis-à-vis des autres, être conscient des autres. On parle beaucoup de notion d'empathie, qui est un des éléments, mais également comment je gère, entre guillemets, le mot gérer, la relation avec les autres, puisqu'un leader, bien sûr, doit notamment vivre des situations de bonheur, mais également des situations de conflit qui font partie de la vie et qui, justement, doivent être aussi abordées et gérées par les leaders. Voilà mon intervention. Et puis, voilà, je serai à disposition, bien sûr, à la fin. On a prévu pour les questions, si vous en avez. Je vous remercie de votre attention.
Matt, qui est adjoint à la direction des soins du CHUV, responsable des développements stratégiques et de la mise en œuvre d'une vision institutionnelle des soins appelée Vision Soins 2020. Merci de l'accueillir. Alors merci de m'accueillir, c'est une première pour ma part. Je connais bien les lieux puisque je viens de CHUV, mais c'est une première dans ce contexte-là. Alors je vous dirais que là à l'instant, je n'ai pas l'impression d'être très charismatique. Je me sens un tout petit peu petit, je vais essayer de me détendre un petit peu dans le cadre de cette présentation. C'est une présentation qui a peu de mots, c'est assez nouveau pour moi parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à présenter des tableaux, à présenter des données, des éléments qui sont beaucoup plus factuels. Puis là en fin de compte, c'est un peu un travail prospectif que j'ai fait sur moi-même pour essayer de présenter des éléments qui me concernent plus au niveau de mon vécu. Donc bon, on va partager quelques images, je vais partager quelques mots avec vous pour essayer de vous présenter un petit peu le cheminement que j'ai eu avant cette formation, et puis comment cette formation m'a aussi amené un certain nombre d'éléments qui m'alimentent maintenant au quotidien de tous les jours. Alors, je m'appelle Vincent Lac, je suis adjoint à la direction des soins, je suis la formation MAS QSM, Quality en Stratégie Management. Par contre, moi je l'ai fait à l'envers. Je me suis dit, tiens, je vais d'abord commencer par le CAS 3, le CAS 4. C'est pour ça que je peux vous parler du CAS 4 actuellement. Et puis là, je suis en train de finir le CAS 1, et après j'aborderai le dernier CAS sur la performance ici cet automne. Voilà, alors le bref sommaire que je vais aborder avec vous, j'en ai pour une dizaine de minutes de présentation, c'est vous présenter un petit peu mon ressenti en tant que cadre. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis cadre soignant, donc c'est plutôt un regard soignant que je vais porter sur ce rôle de cadre, sur ce rôle de manager, sur ce rôle de leader. On peut utiliser tous les mots qu'on veut, après c'est du positionnement aussi personnel. Je vais vous parler de ce qui se passe dans notre entreprise maintenant, parce que c'est important de faire le lien avec les changements aussi qui peuvent certainement être présents chez vous, dans vos entreprises. C'est des évolutions qu'on a pris en compte, on a traduit dans une vision qui s'appelle Vision Soins 2020, et on fera un petit focus sur les rôles et responsabilités attendus auprès du cadre de soins. Les outils étudiés, Eric Michaud en a parlé, j'aborderai brièvement qu'est-ce que ces outils vont amener, ça sera relativement court. La notion d'équilibre, c'est un des éléments que j'ai retenu surtout du camp qu'on a passé au Portugal. J'aborderai aussi ce point-là parce que je pense que c'est... Je vais parler un peu plus près. Parce que si je prends ça, j'ai l'impression de chanter, donc je vais m'abstenir. C'est vrai? Voilà. Voilà. Donc je vais vous parler de cette notion d'équilibre. Donc de cette notion d'équilibre qui me paraît être un des éléments les plus fondamentaux que j'ai appris, que j'ai intégré au fil de cette formation. Les outils, comment je les ai intégrés dans ma vie? Alors, je l'ai mis dans ma pratique, mais en fin de compte, tout est lié, vie professionnelle, vie familiale. Je ferai un lien par rapport à ça. Et puis, une brève conclusion. Est-ce que je parle trop fort comme ça? Non? Parce que j'ai l'impression que je suis en train de vous bourrer les oreilles de bruit. Voilà. Alors, mon expérience personnelle, ça, c'était pas moi quand j'étais petit, mais c'était peut-être moi quand j'étais nouveau cadre dans cette institution, avec plein de croyances, avec plein d'éléments de certitude, je vais le dire un peu comme ça. Alors, un cadre c'est quoi? Un manager ou peut-être un futur leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend plein de choses, qui apprend à utiliser plein d'outils, vous les connaissez, les tableaux de bord, des outils d'analyse stratégique, des éléments liés aux enquêtes de satisfaction, des outils permettant de gérer les conflits, des outils qui permettent de faire la résolution de problèmes. On apprend plein de choses, mais on apprend du savoir-faire. Et puis ce qui manque souvent dans ce genre de formation, ou en tout cas dans les formations telles que je les ai suivies quand j'étais jeune cadre, c'est des éléments qui permettent d'être. On vous a parlé tout à l'heure de congruence. Ben, on a un petit peu, quand on est jeune cadre, on a un petit peu, alors c'est un mot un peu trivial, on a un peu le melon. On a l'impression que passer d'infirmier à cadre, on a la science infuse, on connaît tout. Et ben là, je l'ai représenté ici par ce reflet du miroir, parce que souvent on a une perception de son rôle qui est complètement à l'opposé de ce que les gens perçoivent de votre rôle de cadre. Et ça peut générer par moments, alors je ne l'ai jamais vécu, mais je pense que ça doit être un peu difficile,
C'est le fait que tout d'un coup, on a l'impression qu'on est devenu un leader, puis le jour où ça doit s'exprimer, ben, en fin de compte, il n'y a personne derrière. Donc, ça c'est un des éléments, c'est du vécu. Hein. Je l'ai vécu aussi, je l'ai vécu au travers de jeunes cadres aussi qui ont cherché à un moment donné à comprendre pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi ils n'étaient pas leaders du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses, du rôle de cadre tel qu'on le vit au travers des écoles. Alors j'ai appelé, parce que j'ai mis un certain nombre de mots-clés pour chacune de ces séquences, j'ai appelé ça le déséquilibre. En fin de compte, il manque quelque chose au cadre. Voilà, là je vais faire une partie plus formelle. Je ne sais pas s'il y a ma chef qui est dans la salle, mais je ne crois pas, donc je vais me permettre peut-être certaines libertés, mais je vais vous présenter 3 slides. Ça ne va pas durer longtemps, mais c'est 3 éléments qui sont peut-être plus emblématiques des attentes qu'on a envers le cadre soignant. Vous savez qu'on vit, en tout cas pour le monde de la santé, et je pense que c'est un peu partout pareil, on a un environnement qui est de plus en plus turbulent, les changements sont majeurs, on vit en perpétuel changement, on a des injonctions du politique, on a des injonctions des assureurs, on a des injonctions de la population aussi, qui a des exigences au vu des primes que les gens paient, il y a des exigences en termes de qualité, des éléments de cette nature-là. On a des cadres qui, bien sûr, doivent aussi réagir, doivent se positionner par rapport à ces attentes. Donc, on a des cadres qui sont de plus en plus sollicités pour pouvoir correspondre aux besoins de tout cet environnement qui est en pleine turbulence. Fort de ces constats, on a profité justement de la venue de la nouvelle directrice des soins du CHUV qui a commencé il y a 1 année et demie pour élaborer une vision dans laquelle on va exprimer des rôles et des attentes envers les cadres de soins. Prendre en compte ces nouvelles turbulences, enfin ces turbulences qui existent déjà depuis un moment, et puis des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes de faire en termes de management. Et puis c'est ce qu'on va mettre en place chez les cadres depuis, on a commencé modestement en 2015, ça va se poursuivre jusqu'en 2018 pour qu'en 2020, on puisse atteindre la vision qu'on a posée dans notre institution. Alors, c'est bien sûr un raccourci, c'est pas en 3 slides le rôle et les responsabilités du cadre soignant, il y a tous des aspects liés aux finances, des aspects liés à d'autres choses en termes de qualité des soins, mais je voulais mettre en évidence justement les compétences sur lesquelles on est en train de parler, d'échanger au niveau du leader authentique. On attend dans cette institution des cadres de soins. Alors, pour vous donner peut-être une brève photographie, parce que je ne vois pas beaucoup de visages connus qui relèvent des soins, mais le CHUV, c'est 10 000 collaborateurs, c'est un budget d'1,5 milliard, c'est plus de 3 000 collaborateurs à la direction des soins, donc des soignants, et puis 250 cadres de soins. Donc, vous donnez un peu la photographie générale. Dans ces cadres de soins, il y a des cadres qui gèrent 10 personnes, puis il y a des cadres qui gèrent 700 personnes. Voilà, vous avez un peu le profil général. Donc, envers ces cadres-là, on a un certain nombre d'attentes, et puis vous les trouvez formulées ici dans les slides qui vous sont présentés. On attend d'eux, et ça c'est quelque chose de nouveau, on attend d'eux maintenant qu'ils assurent un leadership transformationnel et bienveillant. Alors bien sûr, on peut dire c'est à la mode, quel lien on fait avec le leadership authentique, et autres, mais en fin de compte, nous ce qu'on veut, c'est que nos cadres n'aient pas qu'un savoir-faire, mais qu'ils aient aussi une personnalité. Et puis c'est cette personnalité qu'on veut mettre en avant, qu'on veut essayer de former pour qu'ils puissent assurer pleinement leur rôle de cadre. Donc ça c'est le premier élément. Je reviendrai sur le mot bienveillance tout à l'heure. Les autres éléments, vous les connaissez aussi, hein, c'est tout ce qui est l'encouragement dans le développement des compétences professionnelles de ses collaborateurs. Ça c'est pas nouveau, mais c'est toujours bien de l'exprimer dans une vision et dans des rôles, enfin dans les attentes qu'on peut avoir envers les cadres de soins. Des éléments complémentaires aussi en termes de communication interpersonnelle et sociabilité. On attend un positionnement du cadre, et ça a été dit aussi tout à l'heure en termes de congruence, qui fait ce qu'il dit. Et on attend de lui qu'il fasse ce qu'il demande à ses collaborateurs, qu'il le fasse aussi. Ça passe par des choses très simples, mais c'est la première image qu'on doit avoir en tant que cadre. Après, bien sûr, ça doit être en relation avec les valeurs institutionnelles. Dans les valeurs institutionnelles, sans les passer tout en revue, parce que je ne les connais pas toutes de tête, je les ai mis sur mon post-it, mais comme je n'ai pas mes lunettes, j'ai de la peine à le lire, mais on parle d'empathie, ça c'est l'élément peut-être le plus... Je sais, mais je ne veux pas les mettre parce que je ne vois plus la salle. On parle d'empathie, on parle de créativité, d'innovation, de responsabilité. Ça, c'est des éléments qui sont importants et qu'on aimerait bien retrouver chez les cadres.
En termes de responsabilité, on aimerait que le cadre garantisse un environnement de travail qui soit positif, dans lequel on puisse évoluer, dans lequel ses collaborateurs pourront évoluer, que ce soit au travers de développement de compétences, que ce soit dans la mise en mouvement vers un objectif commun. On est une entreprise, on a aussi des comptes à rendre parce qu'on coûte de l'argent, donc on doit aussi produire des résultats attendus. On n'est pas là juste pour déterminer comment on a envie de travailler ensemble. Il y a quand même des objectifs financiers à la fin qu'on attend de nous, des objectifs en termes de qualité de prestation. On a des aspects de cette nature-là. Donc, mais par contre, ça peut se faire dans un environnement, dans quelque chose qui est beaucoup plus positif. Des éléments complémentaires aussi, c'est comment je peux favoriser la pleine autonomie de mes collaborateurs. On a des collaborateurs qui ont des profils qui sont très divers et variés. Dans l'institution, on a 118 professions différentes. Chez les soignants, on en a un certain nombre aussi. C'est comment on peut profiter pleinement de toutes ces compétences. Que ce soit des compétences qui soient liées aux soins, mais des compétences aussi. On a mobilisé ces compétences chez des gens qui étaient aides, qui parlaient peut-être pas trop bien le français, mais qui avaient des compétences en informatique, qui étaient très pointues, et qui ont servi de soutien quand on a déployé le dossier de soins, quand on a déployé le dossier patient informatisé. Donc on va mobiliser les compétences pour qu'elles soient utilisées au bon endroit. Et puis tous les aspects liés à la relève. Le but d'un cadre, c'est de préparer son successeur. Il doit être derrière, il va pousser derrière, puis peut-être le dépasser, mais il doit favoriser cette relève, il doit favoriser ce développement de compétences. Donc ça, c'est des éléments qui nous sont importants. Et puis la dernière slide, c'est plus cette culture organisationnelle que j'aimerais mettre en avant, le fait d'arriver à intégrer les nouveaux collaborateurs. On a plus de 300 nouvelles infirmières qui commencent chaque année. Donc c'est comment on les intègre, comment elles sont partie prenante du processus décisionnel, comment elles sont partie prenante de cette mise en mouvement des équipes de soins. Et puis l'élément peut-être le plus fondamental, c'est qu'on martèle, on veut zéro tolérance pour la violence, on veut zéro tolérance pour l'intimidation. Donc ça, c'est des éléments qui sont forts aussi, qu'on a exprimés au travers de cette vision. Voilà, alors maintenant les outils étudiés dans le cadre de la formation, je vais être bref par rapport à ça, en fin de compte pour moi ça représente un petit peu l'élément manquant que je vous ai présenté en début, c'est tous ces éléments un peu introspectifs, c'est prendre le temps sur soi-même pour dire mais en fin de compte je suis qui? Je suis qui en tant que personne? Je suis qui en tant que cadre? Alors Eric vous a parlé des différents outils qui sont utilisés dans le cadre de la formation. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas si évident que ça. Prendre du temps, se connaître pour apprendre qui on est. Prendre du temps pour demander à ses cadres, puisqu'il y a un des exercices aussi où on sollicite ses collègues de travail, où on sollicite ses cadres supérieurs, pour qu'ils nous disent qui on est. Alors c'est anonyme, on ne sait pas, c'est celui-là qui a dit du mal de moi, ou c'est celui-là qui va mettre quelque chose de bien, mais ça donne une vraie photographie. C'est même pas une photographie, comme on est dans le milieu hospitalier, c'est carrément un scanner que vous avez à la fin de cette formation, puisqu'on a quelque chose en 3 dimensions. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Alors je les ai exprimés ici pour mettre un petit peu de couleur. C'est ces différentes briques qu'on a additionnées au fil de cette formation pour avoir un socle. Alors on a parlé, sans se concerter avec Eric aussi, il a parlé d'un socle de base sur lequel on peut évoluer. Moi j'ai envie de dire c'est le socle qu'on devrait avoir en tant que cadre. C'est en complémentarité avec le reste des formations. Alors là, ça se donne dans le cadre de la formation du MASC USM, c'est vraiment en phase, mais c'est une base qu'on devrait posséder parce que demain, si on veut être un leader, on doit travailler sur soi-même avant d'acquérir tous les outils du monde, avant de lire comment être un leader en 10 leçons. C'est d'abord ces activités-là qu'on doit réaliser. La notion d'équilibre. Alors, je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce que c'est peut-être l'élément qui m'a le plus marqué dans cette formation. C'est comment trouver l'équilibre entre une vie professionnelle qui est intense, une vie familiale qui peut l'être aussi, une vie, toutes les activités hors de la vie, de la vie professionnelle. Alors, peut-être l'élément les plus importants, c'est des choses que vous connaissez. C'est vrai que ça fait un peu bateau. On vit dans un environnement où on parle de stress, où on a des injonctions, on doit faire tout en même temps. On est toujours un peu sur la corde raide. Mais cette formation, elle m'a appris peut-être à faire ça. C'est-à-dire à prendre juste de la distance, à pouvoir respirer, à prendre
à me relaxer, à aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas que le travail, c'est me dire, ben, je vais prendre du temps. Alors, moi, j'ai pas fait la méditation parce que j'allais courir le matin, j'avais envie de découvrir le Portugal, mais c'est prendre du temps pour méditer, c'est prendre du temps pour réfléchir à qui je suis, comment j'interagis avec les autres. Donc ces éléments-là, c'est un petit peu oui, la cerise sur le gâteau par rapport à moi-même pour ce volet équilibre. Alors, c'est vrai que je n'ai pas suivi tellement mon truc puisque je n'arrive pas à lire le mieux, mais ce que je voulais dire par rapport à ces éléments-là, c'est que c'est, je pense, une des meilleures protections aussi contre tous les excès qu'on pourrait avoir dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on parle de burn-out, on parle de dépression, on parle d'épuisement, on parle de cadres qui boivent peut-être un peu trop d'alcool, de cadres qui fument trop, de cadres qui ont une mauvaise hygiène de vie. Et peut-être qu'un des moyens d'équilibrer un petit peu cet ensemble de choses, c'est ce genre d'outils qu'on a utilisé pendant le cadre de cette formation. Pour finir, comment j'ai intégré ces outils dans ma pratique, dans ma vie, puisque c'est en fin de compte de ça que je dois parler. En fin de compte, en lien aussi avec ce qu'a dit tout à l'heure, c'est une image que j'aime bien, celle-ci, cette route, c'est une route que je suis avec ma famille, que je suis avec mes collègues de travail. Le long de cette route, il y a des gens qui sont fatigués à un moment donné. Comment je peux les soutenir? Comment je peux les remotiver? Comment je peux les aider peut-être à me dépasser parce qu'ils ont envie d'être devant moi? C'est un peu tout ça que je dois être quand je suis un leader authentique. Donc c'est pour ça que cette image me semblait être un bon reflet de cette notion de leader authentique. Et puis cet élément-là, alors là ça paraît tout facile, sur un doigt je porte tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je fais au niveau professionnel, tout ce que je fais dans ma vie privée, mais Dieu sait ce que c'est difficile de maintenir cet équilibre, parce qu'on est sollicité par nos emails, on reçoit des emails pendant qu'on est ici, on reçoit des emails quand on est à la maison, on fait des heures supplémentaires, on travaille le week-end, et ce déséquilibre arrive assez rapidement. Et c'est comment je peux constamment essayer de maintenir un équilibre, cette vie privée et cette vie professionnelle pour que j'y retire un plaisir. Le but, c'est pas d'être juste équilibré, mais c'est d'avoir du plaisir dans sa vie privée, c'est d'avoir du plaisir dans sa vie professionnelle. Voilà, puis pour conclure, là, on retrouve un petit peu son reflet dans l'image. Donc là, on est plus dans la congruence. J'ai envie de dire, maintenant, ça fait déjà depuis un moment, mais disons que ça s'est renforcé, j'ai vraiment le sentiment d'être en adéquation dans ma vie entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. Voilà, c'est un peu bateau, mais ça représente un petit peu ma situation actuelle. Et j'avais envie de terminer ici en disant qu'en fin de compte, en partant d'un déséquilibre, puis en arrivant à quelque chose où on commence à retrouver du plaisir et une certaine harmonie, j'ai envie de terminer sur ces paroles que vous avez ici de Montaigne, qui dit que c'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. Voilà, merci. Alors, on continue. J'invite à me rejoindre un binôme. Valérie Schultz, la cofondatrice d'Equites, elle y est directrice éthologique. Elle s'occupe entre autres du bien-être et de la formation des chevaux coach. Et puis Laurent Schultz, psychologue du travail, sa longue expérience de formation et de conseil en ressources humaines l'a poussé à rechercher une nouvelle approche pédagogique des relations et du leadership. Merci de les accueillir chaleureusement. Valérie et Laurent. Merci. Alors voyez, déjà là, on commence avec une image pour vous faire envie. On est au Portugal, au bord de l'océan. Et dans le cadrage, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est que le cheval considère que c'est une très mauvaise idée d'être là, en fait. Parce qu'il y a une énorme masse d'eau qui est en train de monter, on est à marée montante, et on se dit, tiens, il y a une plage, c'est sympa, on va aller avec les chevaux. Eux, ils ont souvent un avis assez différent sur cette question-là. On va essayer de vous
partager ce qu'est l'équicoaching et ce qu'il peut apporter dans une dynamique comme celle qu'on discute aujourd'hui, donc dans le développement du leadership authentique. On aurait voulu vous amener des chevaux, ça aurait été plus simple, et vous faire vivre quelque chose avec eux. Alors on les a mis en photo, on a mis des citations de personnes qui ont travaillé avec eux. On espère vous donner un petit aperçu de ce que ça représente. D'abord, peut-être en deux mots, pour nous, derrière quoi nous avons coutume de résumer le leadership. On rencontre souvent la volonté de faire, la volonté d'obtenir des résultats, d'obtenir quelque chose, d'aboutir parce qu'on a la pression de notre organisation, parce qu'on a la pression de nos responsabilités, parce qu'on a la pression de nos propres enjeux, de nos propres schémas. Et on vous propose d'oublier ce faire, obtenir pour passer à deux autres mots-clés, susciter et permettre, qui rejoignent beaucoup de choses qu'Éric a dit tout à l'heure. Susciter, c'est cette notion de vision, c'est cette notion d'adhésion, c'est cette capacité à donner envie, c'est cette notion de charisme, où l'autre se dit « tiens, j'ai envie d'entrer dans ce que tu proposes, j'ai envie de venir avec toi dans cette aventure ». Et puis, une fois que cette envie est là, cette capacité de permettre donc de donner de l'espace, de laisser faire, de donner de la place à l'autre, d'accepter l'autre dans ma vision aussi, donc d'accepter qu'il va impacter cette vision, qu'il va la modifier, qu'il va l'élargir, qu'il va lui aussi me modifier et me proposer quelque chose. Peut-être un mot sur ce qu'est l'équicoaching. On en parle depuis le début de la soirée comme une évidence. Hier soir, on était par hasard dans un cercle où on a dit qu'on faisait de l'équicoaching et les gens ont fait des grands yeux ronds en disant « mais qu'est-ce que c'est que l'équicoaching » C'est vrai que nous, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on fait ce métier-là, donc on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est. On va peut-être passer quelques minutes sur ce que c'est. L'équicoaching, c'est pas seulement mettre des êtres humains avec des chevaux, comme la formation, c'est pas seulement mettre un flip chart dans une salle des cours. Un cheval n'est pas par définition un coach parce qu'il aurait des pouvoirs magiques ou particuliers. Un cheval est un coach à partir du moment où on lui permet de prendre cette posture et de jouer ce rôle. Alors l'équicoaching, c'est mettre des chevaux formés, en tout cas c'est un point auquel nous tenons, des chevaux formés comme coach qu'on va pouvoir laisser faire leur travail parce qu'ils auront une posture qui va rejoindre notamment les éléments qu'on discutait tout à l'heure sur le leadership. Un cheval qui est dans un modèle d'obéissance, de soumission, qui a l'habitude de se soumettre à des ordres et à la volonté de son maître ou de son cavalier, va avoir un petit peu de mal à nous fournir un partenaire adéquat pour développer notre leadership. Si vous revenez d'un séminaire chez nous avec un modèle d'obéissance et que vous essayez de l'appliquer dans vos organisations, vous aurez probablement l'effet du dessin de Vincent de tout à l'heure, où tout le monde part dans la direction opposée. Donc on va permettre à la personne qui vient en équicoaching de créer une relation avec ce cheval, parce qu'il y a peut-être une chose qu'on n'a pas clairement dite encore ce soir, c'est que le leadership n'existe que dans la relation à l'autre. On ne peut pas être leader tout seul, c'est plus facile, vous me direz, mais on a besoin des autres, on est leader qu'à partir du moment où les autres nous accordent ce leadership et disent « tiens, ok, ça m'intéresse, je vais entrer dans ce que tu proposes ». Alors cette relation à l'autre, le cheval va nous l'offrir. On va travailler avec un cheval qui soit est en liberté, soit comme ici, porte un licol, et on va créer cette relation. On va établir les bases de cette relation avec lui pour pouvoir ensuite partager une vision, partager un projet, partager nos rôles, nos responsabilités et aboutir à quelque chose. Ce que vous voyez ici, c'est le conseil d'administration d'une importante société internationale qui travaille en fait à réaliser sa vision sur la plage du centre de formation au Portugal. Cette vision, ils l'ont dessinée 3 jours avant sur un flip chart, quand on leur a dit, ben voilà, donc c'était un cours de leadership stratégique, et on leur a dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que vous ayez une vision de ce que vous voulez accomplir. Et ils ont dessiné exactement ça. Ils
ils avaient entendu qu'il y avait une plage privée en lien avec le centre équestre. Ils ont dit alors nous, voilà, ce qui représente notre réalité professionnelle, c'est que finalement on travaille ensemble, mais souvent dos à dos, on doit se passer le relais, on n'est pas capable de travailler ensemble vu nos rôles respectifs dans la même dynamique, et les gens avec qui on travaille passent de l'un à l'autre très rapidement, et on aimerait bien finalement que les chevaux tournent autour de nous, qu'ils changent de partenaire tous les tiers de cercle, et que ce soit dans un environnement qui est la plage. Alors pas la plage parce que c'est joli, mais la plage parce que c'est menaçant, parce que leur environnement professionnel est un environnement professionnel où il y a beaucoup de menaces extérieures. Donc la plage parce que l'océan est quelque chose que les chevaux considèrent quand même comme relativement menaçant. Et puis la plage pour une autre raison aussi, c'est qu'on leur a dit la plage, n'y pensez pas trop, elle est difficile d'accès. Alors ils ont dit c'est génial parce que notre vision elle est difficile d'accès. Et elle est difficile d'accès pour une raison particulière, c'est que pour aller sur la plage, il faut descendre un chemin qui est à peu près comme ça. Et quand vous descendez un chemin qui est à peu près comme ça, c'est difficile, donc il va falloir quand même que votre cheval qui lui a le 4x4 vous attende un peu, parce que vous ne l'avez pas. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand vous remontez. Parce que non seulement le cheval il a le 4x4, mais il a une forme physique qui est en général largement supérieure à la nôtre. Alors cette montée qui est assez longue, qui tourne le dos à ces difficultés qui inquiètent le cheval, il va falloir la faire avec lui. Avec un cheval qui pourrait très bien décider que cette montée, finalement, il va la faire au galop. Et si vous n'avez pas construit avant ça une relation avec ce cheval pour qu'il soit votre partenaire et qu'il dise non, mais c'est en ordre, je t'attends, voire je t'aide, parce que les chevaux peuvent nous aider aussi quand les montées sont trop raides, eh bien, vous n'avez aucune chance de réaliser cet objectif. Et je peux vous dire que ça a été un important travail pour chacun d'eux, un travail sur eux-mêmes, pour arriver à réaliser cette photographie au bout de 3 jours. Une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi les chevaux ? J'aimerais vous dire que, comme Adam, on a examiné tous les animaux, pas pour leur donner des noms, mais pour choisir des coachs, qu'on a auditionné les girafes, les éléphants, les lapins de Garenne. Mais ce serait vous mentir, parce qu'en fait, c'est les chevaux qui sont venus nous chercher il y a bientôt 30 ans, parce qu'on a fait avec eux un parcours, on avait envie de vivre quelque chose de particulier avec les chevaux, donc petit à petit on a développé notre approche avec eux, notre travail avec eux, et dans ce travail-là, ils nous ont posé beaucoup de questions qui sont venues constamment nous chercher sur notre propre développement. Et de ce point de vue-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient des coachs avant de comprendre pourquoi ils étaient des coachs. C'est des animaux qui ont des capacités assez extraordinaires dans ce travail-là. Il y a, ceci dit, quand on y réfléchit, parce qu'après on y réfléchit quand même, il y a chez eux un certain nombre de caractéristiques particulières qui en font des coachs très intéressants. On parlait tout à l'heure de congruence entre ce que je suis, ce que je communique, ce que je fais, cette espèce d'alignement total de l'être. Les chevaux, vous le savez, dans la nature, ce sont des proies. Ce ne sont pas des prédateurs, sauf peut-être pour l'herbe. Et ces proies sont très sensibles à la congruence émotionnelle. Pour une raison simple, c'est que les prédateurs sont rarement congruents, sinon ils ne mangent pas. S'il y a une chose que les prédateurs ont appris, c'est que s'ils veulent dévorer celui qui est en face d'eux, il vaut mieux ne pas lui montrer ses intentions. Alors quand on veut amener du leadership avec des chevaux, il va falloir être congruent, parce que quand ils voient qu'on essaye de cacher quelque chose, qu'on n'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui cloche, ils vont systématiquement poser la question et dire non, mais moi, j'entre pas en matière tant que tu n'es pas aligné. Et au fond, c'est cette qualité-là qui fait d'eux des interlocuteurs particulièrement pointus quand on prétend amener du leadership. Vous savez, en tant qu'être humain, on dit on va faire du cheval. On ne fait pas du chien, mais on fait du cheval. Hein. Donc on a cette expression comme ça où on va utiliser le cheval. Le cheval lui dit, bon d'accord, tu veux qu'on sorte ensemble, mais au fond,
Tu es qui pour que je te fasse confiance? Tu es qui pour que je sorte avec toi? Et à plus forte raison, tu es qui pour prétendre me dire ce qu'on va faire? Et cette question est régulièrement posée. Maintenant, il y a quelques arguments plus construits autour de pourquoi les chevaux. Je te passe la parole. Pourquoi les chevaux? Parce que, si on regarde un aspect plus scientifique, depuis la nuit des temps, les chevaux ont... C'est toi qui as la zappette, tu sais ça. Parce que depuis la nuit des chevaux, les chevaux ont choisi de vivre ensemble, notamment pour une question de survie. Évidemment, c'est un peu simplificateur. Et pas dans quel sens? C'est un peu simplificateur de uniquement mettre ça sur la base de la survie. Mais il n'empêche que c'est ce qui a probablement mis ensemble les chevaux. D'autres équidés ont choisi, certains chevaux, certains zèbres, ont choisi la solitude et d'être territoriaux, ce que ne sont pas les chevaux. Mais vivre ensemble, effectivement, comme le disait Laurent, demande d'être sûr d'avec qui on s'acoquine. Les chevaux, tant que faire se peut, restent dans une organisation sociale stable, donc hors éléments extérieurs. Si on observe un troupeau de chevaux, un troupeau de chevaux est composé de différents groupes. Ces groupes resteront, autant que faire se peut, relativement proches les uns des autres. Parce que, non seulement pour la survie, c'est plus utile d'être nombreux, mais c'est aussi plus agréable parce qu'on peut compter sur ce que les autres, qui sont un peu plus loin, peuvent passer comme information. Les chevaux, quand on les observe, on peut constater qu'ils ont des rôles, des statuts, des responsabilités, et ces responsabilités, ils les tiennent. Ils ont une conscience de soi. Des études ont prouvé que la plupart des animaux, notamment les mammifères, mais pas que, les oiseaux, etc., ont une conscience de soi. Ils sont capables d'émotions complexes, comme la honte, comme différentes émotions de ce genre-là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et qui sont capables d'empathie. L'empathie qui donc est une émotion, enfin une aptitude à pouvoir sentir chez l'autre l'état émotionnel dans lequel il se trouve pour pouvoir l'utiliser. Ça ne veut pas dire la sympathie. La sympathie, c'est l'utiliser avec bienveillance. L'empathie, c'est savoir avec qui on est. Et c'est pour toutes ces raisons que le cheval est particulièrement adapté à travailler avec nous en tant que coach. Si on regarde, l'être humain a fait plus ou moins il y a fort longtemps, les mêmes choix. Comme eux, on est organisé en groupes sociaux. On ne vit pas spécialement en ermite. Si on peut être prédateur, il nous arrive aussi d'être régulièrement des proies. Donc on a eu besoin, comme eux, de se mettre ensemble pour pouvoir s'organiser et mieux vivre. Mais vivre ensemble implique aussi, effectivement, des désagréments qui vont avec. C'est plus simple tout seul. Si on observe la société des chevaux, donc ça c'est un groupe de chevaux qu'on a en Franche-Comté qui vit en troupeau. Le premier élément qu'on voit, qui se voit moins chez les chevaux domestiques, mais qu'on retrouve quand même un petit peu là, je vous expliquerai un petit peu sur la photo tout à l'heure, c'est la famille. C'est le premier élément, le plus important élément, le plus fort aussi. Ils se réunissent en famille. Une famille chez les chevaux est composée en général d'un étalon, de 1 à 3, 4 juments, dont les talons vont prendre soin, et puis des petits de chaque année jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 3 ans. Vers 3 ans, ils sont en général séparés les juments vont commencer à fonder elles-mêmes leur propre famille avec de nouveaux étalons. Et les jeunes étalons vont apprendre à devenir des étalons pères de famille en
se regroupons en ce qu'on appelle des groupes de bachelors, donc des groupes de jeunes, des groupes de célibataires. Si, il y a les bandes. Stallion dance. Il y a un groupe social plus large. Une famille vivra rarement complètement toute seule. Si elle peut, elle va essayer de rester avec d'autres familles parce que, comme dit, plus le groupe est élargi, plus c'est facile de gérer un environnement large. Les chevaux ne vivent pas dans les forêts, ils vivent plutôt dans des zones très ouvertes. C'est toujours agréable d'en avoir qui disent là, ça a bougé dans la forêt, on se barre les copains. Il y a des amitiés, et ces amitiés restent en général